Qu'est-ce qu'une ville médiane? Est-ce tout simplement une ville moyenne ou ce terme recouvre-t-il une autre réalité? La ville médiane se définit-elle par son art de vivre plus que par sa taille? Pour le savoir, nous avons croisé le regard de témoins issus d'horizons différents. Politiques, journalistes ou encore sociologues, ils posent leur regard sur cette France éclipsée par la flamboyance des métropoles. Ils s'interrogent sur la place, le rôle et le devenir de ces villes. Quels sont leurs atouts? Le numérique sera-t-il un levier de rebond? Voici leurs regards croisés. Je suis Denis Thuriot, je suis maire de Nevers, président de Nevers Agglomération et également conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté. Alain Boursier, je suis le vice-président d'agglomération de Nevers. Ismaël Amoumi, je suis consultant doctorant à KPMG. Jean Viard, je suis sociologue. Bachir Harouna, jeune retraité, mais j'étais précédemment directeur stratégie d'une ville médiane, selon la définition que l'on peut en avoir. Roland Mouchel-Bézot, je suis préfet et depuis 4 ans directeur du programme national Action Cœur de Ville. Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains. Je m'appelle Jean-Laurent Casselli, je suis journaliste, co-auteur également d'un livre récemment paru qui s'appelle La France sous nos yeux, avec Jérôme Fourquet. Vous allez nous porter un regard qui va être un regard de préfet, en fait, sur les villes médianes. Mais un préfet peut-être un peu atypique, si je peux me permettre, puisque j'ai une carrière où pendant près de plusieurs décennies, j'étais dans les postes territoriaux en France métropolitaine, en Outre-mer. J'ai fait aussi une mobilité à l'étranger, en Australie en particulier. Et par ailleurs, avant de prendre ce poste, à la demande du ministre de la Cohésion des Territoires de l'époque, j'ai été pendant 7 ans directeur général des services de l'Association des maires de France. Et donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis, je dirais, un préfet au service des élus et des collectivités locales. Le regard que vous allez porter sur les villes médianes, c'est un regard politique. Le regard que je porte sur les villes médianes est un regard plutôt un regard d'animation des territoires, un regard qui est celui d'une valeur ajoutée permanente. Je suis profondément provincial. J'adore Paris, j'y vais souvent, j'y ai mes habitudes et tout, mais je suis fondamentalement provincial. Je suis même un peu anti-parisien, si vous voulez. Je suis honnêtement saturé de ce monde médiatique et politique qui nous gouverne entre le micro-trottoir et le sondage, je veux dire. Et je pense, si vous voulez, que ce sont deux rapports à la réalité aussi biaisés l'un que l'autre. Donc, je suis un sociologue provincial et même rural. Justement, une ville médiane, qu'est-ce que c'est? La ville médiane, c'était avant tout une définition statistique, en premier lieu, qui essaie justement un peu de faire la part des choses entre les différents types de territoires français, avec, on va dire, pour point de départ, l'idée en fait que c'est un territoire compris entre 20 000 et 100 000 habitants. Mais au-delà de la définition statistique, il y a également ce point qui va porter sur sa distinction par rapport à d'autres dynamiques, on va dire, territoriales, dont les dynamiques métropolitaines. Et souvent, ce qu'on observe au niveau des villes médianes, c'est qu'elles n'ont pas, on va dire, cette même capacité d'attractivité, en tout cas cette même force d'attraction que peut avoir une métropole, et que donc de fait, elles sont ancrées dans des territoires où il y a justement un effet d'interdépendance entre la ville-centre, sa périphérie et d'autres villes qui l'entourent. Et donc de fait, c'est des territoires qui fonctionnent davantage en réseau, et non pas selon un principe de centre attractif, mais qui jouent justement sur un équilibre au niveau territorial avec justement ce jeu entre villes qui, on va dire, ont des logiques complémentaires par rapport à des spécificités, l'une industrielle, l'autre économique, l'autre culturelle, l'autre administrative, et par ailleurs également de très fortes relations avec leur périphérie, leur ruralité, et justement des notions d'équilibre dans les relations entre la ville-centre, la périphérie, la ruralité et d'autres territoires proches. Dans mon esprit, une ville médiane, c'est une ville à taille humaine avant tout. Qui présente tous les services, toutes les aménités, tous les avantages que peuvent procurer une ville, mais dont on peut bénéficier. Une dimension peut-être, on va dire, socio-économique, socio-culturelle. C'est un peu les villes de l'entre-deux, mais dans le bon sens du terme. Il y a, si on schématise les campagnes et puis les métropoles, les grandes villes, et entre deux, il y a toutes ces tranches de villes entre 15 000 et 100 000 habitants, qui ont été les grandes oubliées pendant 40 ans. Vous savez, parfois on habite dans une très grande ville. Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts, mais c'est parfois pas toujours facile de bénéficier de toutes les services qu'elle peut offrir. Ces villes intermédiaires, un peu trait d'union justement entre les grandes villes et les campagnes. Dans une ville à taille humaine, c'est une ville où on peut à la fois travailler, on peut vivre, on peut se détendre, on peut se faire soigner, on peut si possible étudier, et tout ça dans un rayon raisonnable. Donc voilà, c'est une ville dans laquelle on a envie de vivre finalement.
Ville moyenne, ça fait ni bonne ni mauvaise comme à l'école. Ville intermédiaire, je trouve que c'est très administratif comme terme. Ville médiane, je trouve que c'est un côté un petit peu plus sympathique. Et puis, c'est vraiment voilà, l'esprit trait d'union, de relier les territoires. Je rappelle aussi que dans ces villes médianes, il y a presque la moitié de la population française. Il y a plus d'habitants que dans toutes les métropoles françaises réunies. Donc, c'est temps de s'y intéresser. La ville médiane est un terme sémantique qui est extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas allusion ni au nombre d'habitants, ni à l'aspect géographique ou géoéconomique, mais on fait plutôt appel à un aspect extrêmement créatif. On est dans un pays où il y a des grandes métropoles qui structurent le tissu économique et culturel. Il y a un monde rural, des forêts, 80% du territoire, des villages qui structurent une société rurale encore forte, mais en partie hybridée avec des nouvelles populations. Et puis entre les deux, il y a les habitants. Et les habitants, ils sont soit dans des grands lotissements périurbains, soit diffusés le long des voies de transport, sur des villes relais, des villes intermédiaires. L'écrivain Aurélien Bélanger, qui parle de sa ville de Laval, il en parle dans ses thèmes, c'est une ville dont on connaît le nom, mais qu'on ne sait pas placer sur la carte. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que je voudrais qu'il ne se passe plus, justement, et c'était le cas notamment pour Nevers. Moi, j'ai une autre définition, hein, Marguerite Duras, avec le film Hiroshima, mon amour, qui était tourné à Nevers, disait que Nevers, c'était une ville dont un enfant pouvait faire le tour. C'est peut-être ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a de la proximité, c'est pas trop grand, c'est pas non plus tout petit, où on peut pas avoir tous les services, et c'est normal. Donc c'est une ville où on trouve à proportion à peu près la même chose aujourd'hui que dans une grande ville. Le monde a évolué. Aujourd'hui, nous sommes dans des domaines plutôt de réseau et les aspects géographiques ne sont plus fondamentaux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la qualité, la capacité à des territoires de produire de l'intérêt et de produire des valeurs ajoutées à l'échelon, je dirais, international. Il y a différents types de villes médianes. Certaines ont des atouts touristiques, d'autres des pôles de compétitivité. Enfin, chacune a sa spécificité. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Elles ont en commun souvent un centre-ville qui était d'ailleurs souvent en difficulté dans la plupart, parce qu'on a privilégié des grandes zones périphériques qui sont là, on ne va pas les démolir, c'est aussi de l'emploi de l'économie. Mais aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt, il y a des dispositifs, notamment de l'État, Action Cœur de Ville. Donc il y a une bonne partie de ces villes qui essayent de redorer le cœur de ville. Elles ont en commun leur très grande diversité. Il n'y a pas une ville, il n'y a pas un modèle de ville à taille humaine. Parce que regardons les villes de programme, entre Colmar, entre Saint-Malo, entre Châteauroux, entre Maubeuge, entre Digne. Ce sont toutes des villes à taille humaine, toutes des villes qui sont de plus en plus attractives. Mais elles ont un patrimoine, une histoire, un positionnement. Nos villes médianes françaises sont toutes sur des territoires absolument séduisants. Il y a effectivement des richesses géographiques. Nous, on a par exemple la Loire, toutes les villes n'ont pas un fleuve, mais elles peuvent avoir d'autres choses. Et puis finalement, on se rend compte qu'elles ont souvent une richesse patrimoniale au niveau des bâtiments historiques, parce que ce sont des villes qui ont compté. Il y a parfois des diocèses, il y a parfois des cathédrales. Ce qui est très remarquable, c'est qu'elles cherchent, au-delà de leur identité historique, à construire une identité moderne. Prenons Nevers, avec par exemple le salon de l'innovation, mais on a aussi d'autres villes qui essaient de prospérer et de construire une identité nouvelle. Et donc je pense que c'est un point commun, c'est une très forte identité. Sauf qu'on n'a plus donné les moyens à ces villes, pour la plupart, d'entretenir ce qu'elles avaient. Et puis elles ont souvent été en difficulté parce qu'on a re-régionalisé et remis dans les grands pôles régionaux beaucoup de choses à leur détriment. Il y a aussi les traditions culinaires, la qualité des produits, le fait que la ville, c'est pas une sorte de forteresse, de château fort, qui serait derrière des remparts, ça existait au temps du Moyen-Âge, et puis qui n'aurait aucune relation autour. La ville à taille humaine, la ville médiane, la ville moyenne, elle irrigue l'ensemble de son territoire, de bourgs, de petites villes, et des espaces agricoles et des villages. Et c'est tout ça qui forme, je dirais, une communauté de destin. Pour moi, la ville médiane actuelle, en France en tout cas, est une ville qui a pris en main l'enjeu numérique, qui a pris en main l'enjeu économique du futur
et qui est en mesure d'apporter à ses citoyens, à ces jeunes, des capacités de réussite dans les années 2030-2050. Si vous voulez, moi j'ai beaucoup connu mes prédécesseurs à Nevers qui vantaient la qualité de vie, mais pas l'activité. Et voilà, pour se développer, pour développer sa ville quand on est maire, et pour se développer soi-même par son épanouissement professionnel ou personnel, il faut avoir de l'activité. Vous êtes d'accord avec certains qui disent que ces villes, c'est des synthèses des aspirations des gens et qu'elles combinent les avantages de la campagne sans le stress de la métropole? C'est pour moi fournir la même possibilité de travailler, y compris aujourd'hui avec les nouveaux outils technologiques, y compris à l'international, y compris avec le télétravail. Donc ça, c'est possible grâce au très haut débit, grâce à la 5G qui se déploie pour 25% dans les zones peu denses. Donc en fait, c'est proposer la même chose à une échelle raisonnable, de l'enseignement supérieur de proximité, pour lequel je me bats beaucoup aussi, et puis en même temps, pouvoir être dans les bois en 5 minutes, pouvoir aller d'un point A à un point B sans bouchon. Voilà, ça, c'est des avantages qu'on propose. Je veux faire de l'avion à Nevers, je suis moi-même pilote, je vais en 5 minutes faire de l'avion. Je veux faire du canoë, je veux nager, je veux faire d'autres activités, du cheval, qui sais-je. Du commerce, des services, de la campagne. Je fais cela également en 5 minutes. Et puis, il y a des villes qui sont plus ou moins proches de grandes villes. Donc c'est vrai que par contre, le fonctionnement est différent si vous êtes dans un rayon proche d'une grande ville que si vous êtes entre guillemets la grande ville. Il y a enfin une prise de conscience que ces villes sont utiles et permettent d'avoir une activité professionnelle qui peut se développer tout autant que dans une grande ville et effectivement avoir des prix moins chers, pouvoir emmener ses enfants à l'école à pied à 5 minutes de chez soi. Voilà, ce sont des choses très pratico-pratiques mais qui présentent des avantages que les gens redécouvrent. Alors moi je ne les ai pas redécouverts parce que je les connaissais, mais tant mieux s'il y a des gens qui redécouvrent effectivement un aspect provincial de tranquillité relative tout en ayant une activité professionnelle qui puisse être dynamique. Qu'est-ce qui fait l'identité d'une ville d'ailleurs, pas simplement d'une ville médiane, d'une ville? C'est quoi son identité? À titre personnel, moi je dirais que la ville c'est un paysage et une lumière. Un paysage, vous savez, moi je suis né dans le Nord-Cotentin, dans la Manche. Là, je vais souvent près de Coutances. Et quand je vois la ville de Coutances de très loin, avec sa cathédrale qui va vers le ciel, que décrivait Victor Hugo, dans son chemin pour l'exil vers Guernesey, et peut-être la lumière, parce que, alors, que vous soyez au bord de mer, que vous soyez à la montagne, que vous soyez au centre de la France, il y a partout une lumière particulière. Ça forme un tout. Ce sont les hommes et les femmes qui composent ce territoire, qui sont, je dirais, qui doivent être créatifs. Un territoire, si beau soit-il, s'il n'est pas créatif dans sa composition humaine, n'est pas un territoire attractif et n'est pas un territoire séduisant. Si l'on est obligé pour des activités courantes, quotidiennes, de sortir de son aire de vie, eh bien, on va vers une autre ville, un autre îlot. Ce n'est pas le lieu de l'habitat. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc ça s'applique pareil pour redynamiser un territoire qui avait été un peu oublié, même à Nevers, à 2 petites heures de Paris quand tout va bien. Donc voilà, c'est principalement son histoire. D'ailleurs, quand on est visité, on est une ville touristique. Vous parliez des villes des vacances. Nevers était une ville fréquentée puisqu'elle était sur la Nationale 7. Donc c'était la ville où les gens faisaient étape. C'est moins vrai aujourd'hui puisqu'il y a les autoroutes qui présentent d'autres avantages, mais qui ont un peu aussi vidé les gens qui faisaient une pause. Pas forcément des touristes purs et durs, mais les gens qui faisaient une pause. Les grands professeurs de sciences politiques parlaient de climat. C'est un climat. Non pas au sens uniquement géographique et de météo, même si bien sûr ça existe entre, bien sûr, les villes du Nord, les villes du Sud. Mais c'est une atmosphère. Et je crois que cette atmosphère, c'est ça qui contribue, je dirais, à ce sentiment où on se sent bien, d'appartenance, où on se sent de quelque part. Les gens sont très déracinés aujourd'hui. Parce que le climat y est agréable, parce que c'est des villes qui sont belles aussi. On insiste beaucoup dans ce livre-là sur les paysages, en fait, naturels mais aussi humains, construits. Il y a tout un débat dans l'aménagement du territoire pendant les 10 dernières années, ce qu'on a appelé la France moche. La France des périphéries commerciales, des entrées de ville, parfois aussi du pavillonnaire, aujourd'hui on dirait des entrepôts logistiques, des flux commerciaux. Et c'est vrai que là, s'il y a une France moche, c'est qu'il y a aussi une France qui est belle. Et elle peut être, ça peut être Paris, ça peut être le Louvre, la Tour Eiffel, mais ça peut être aussi des toutes petites communes, des plus beaux villages de France. On fait des parallèles dans le livre, voilà, entre la localisation des
des villages labellisés, plus beaux villages, et puis les flux touristiques. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte, voilà, sans beaucoup de surprise, que cette France désirable, c'est aussi une France qui est belle en fait, et dans laquelle effectivement il fait plutôt bon vivre. Et ça, je dirais que il y a plein d'indicateurs économiques qui le montrent, mais quand on est comme moi journaliste, qu'on se balade sur le terrain, en fait il suffit d'y aller. Souvent il suffit de passer une journée ou un week-end dans une de ces villes pour sentir qu'il y a une bonne ambiance, ou plutôt que ça va pas trop. Donc aujourd'hui, il faut retrouver un moyen d'attirer. Il y a des gens qui ont le temps, il y a des gens qui prennent quelques jours de RTT, qui ont envie de visiter, il y a des gens retraités qui peuvent prendre de temps. Donc voilà, c'est s'intéresser finalement à réintéresser quelque part. Et pourquoi aujourd'hui il y a une certaine désespérance? Il y a beaucoup de raisons, mais notamment la France moche des entrées de ville, des entrées d'agglomération, où on a saccagé, je dirais, ce qui faisait le fait que la France est un pays d'équilibre, avec des paysages extrêmement variés, mais qui sont très harmonieux. C'est un peu un des objectifs qu'on peut porter en faisant mieux connaître notre ville. Et puis voilà, la France est aussi riche de spécialités culinaires, on en a tous, donc Nevers aussi et d'autres aussi. Regardez par exemple dans les villes du sud-ouest, lorsqu'il y a un derby de rugby, l'identité, il n'y a vraiment pas besoin de chercher très loin où elle se trouve. En fin de compte, c'est de l'affect. Justement, le souci, c'est que soit c'est l'histoire et le patrimoine, et dans ce cas-là, on peut prendre une ville comme Avignon, qui a une identité très forte, soit elle n'en a pas, on vient à ces villes qu'on ne sait pas trop placer sur la carte, soit, ce qui peut être pire, elle en a une, qui lui est accolée à cause de sa mauvaise réputation, à cause de sa situation économique, et donc certaines villes peuvent anticiper en fait leur réputation, peuvent faire ce qu'on appelle du marketing territorial, avec un succès variable, puisque pour faire du marketing, il faut renforcer les aspects positifs, mais on ne peut pas les inventer de toutes pièces, donc il faut jouer avec ce qu'on a, avec les cartes qu'on a en main. Et puis vous avez des villes qui essayent, et peut-être qui arrivent, à changer faire évoluer leur identité. Les villes médianes, c'est aussi tout un imaginaire, c'est les vacances, les racines familiales. Les villes médianes, elles sont dans la carte mentale des Français. Effectivement, on a toujours des imaginaires d'enfance, on a toujours des imaginaires de notre passé, mais la ville médiane n'est pas forcément porteuse de cela. Oui, bien sûr, c'est vrai que pour un touriste, pour un étranger, la France, c'est un réseau de petites villes à taille humaine, dans lesquelles il va y avoir un marché vers lequel les habitants de la ville, mais aussi des villes alentours, vont converger. Nous, dans le livre, on prend l'exemple de la boulangerie. C'est vrai que pendant longtemps, le boulanger, c'était vraiment le commerçant en fait, qu'on trouvait dans tous les villages, dans tous les quartiers de ville, petites, moyennes, grandes. Et on note que ces dernières années, surtout d'ailleurs dans les petites villes, la concurrence avec la périphérie a fait qu'un certain nombre de boulangeries se sont expatriées, se sont elles aussi déplacées vers la périphérie, vers les ronds-points, vers les axes routiers, avec des boulangeries de grande capacité avec parking. Et en fait, elles ont un peu adopté les codes de la grande distribution. Il y a un esprit entrepreneurial qui est sous-estimé depuis Paris. Il y a énormément d'initiatives dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine sportif. La ville médiane doit apporter ce qui n'existe pas encore, et justement peut-être qu'elle va s'appuyer sur les valeurs du passé, sur ce qu'on a pu acquérir, mais la ville médiane, avant tout, est une ville qui est porteuse et qui apporte, je dirais, le carburant du futur. Paris, il n'y a pas de Parisiens, il n'y a que des provinciaux qui habitent à Paris. Bon, maintenant, il y a quand même des gens aussi qui naissent à Paris, mais plus sérieusement, je pense que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que c'est le mot province qui était devenu péjoratif, avec des sous-entendus, etc. Moi, je suis très fier d'être un provincial, j'adore aller à Paris, j'adore en repartir aussi et retrouver un certain calme. Donc, oui, moi, je trouve que ce regard est assez juste, justement, de ville de province, avec une certaine tranquillité, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de tranquillité, quoi. Non, la ville médiane, c'est quelque chose de plutôt moderne, de plutôt tourné vers le futur. C'est important d'être fier de sa ville. J'ai souvenance de certaines personnes habitant une ville médiane attractive et d'autres habitant dans d'autres petites villes, dans des banlieues tout autour. Et quand on leur demande à ces derniers « Où habitez-vous » j'habite... il donne en fait le nom de la ville la plus attractive. Oui, je suis à proximité de la ville la plus attractive. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on parle aux habitants de territoires qui sont justement en déclin, il y a toujours un élément qui est marquant, c'est la dimension symbolique du déclin. C'est le fait que les habitants réalisent bien
que leur territoire perd en attractivité, qu'il perd en qualité de vie, et que justement, en fait, l'environnement, le contexte, n'est pas forcément favorable au développement de leur propre trajectoire personnelle, mais également la trajectoire collective. Et que donc, de fait, progressivement, et c'est ce que je disais préalablement, cette notion de stigmate, il y a, on va dire, un contexte, ou en tout cas un esprit qui ne facilite pas des dynamiques d'innovation ou autres. Et que justement les personnes qui vont se positionner pour recréer de la fierté au niveau local, pour recréer un désir d'entreprendre, un désir, on va dire, d'agir en faveur du territoire et de ses habitants, ces personnes en fait se fondent sur ce capital qu'est la fierté, ou en tout cas qui est la volonté d'apporter à son territoire, la volonté de lui redonner certaines couleurs, la volonté de lui redonner de la force. Et donc de fait, c'est en effet un sentiment extrêmement utile, dans la mesure où redonner de la fierté, c'est également redonner du sens par rapport à la territorialité, par rapport à l'ancrage, et c'est dire qu'ici des choses peuvent se réaliser, qu'ici des choses peuvent prendre forme, et que de fait les habitants ne sont pas uniquement passifs, mais proactifs dans l'histoire de leur territoire. Et cette proactivité, c'est un élément qui est fondamental pour justement derrière susciter de l'autonomie et susciter de l'action, on va dire, collective ou personnelle. Pour moi, c'est une valeur fondamentale qui, chaque matin, me nourrit pour pouvoir, je dirais, performer, pour pouvoir être toujours sur mon territoire le leader et toujours, je dirais, sur le top 10 de nos territoires, quels qu'ils soient. Certes, le maire est le premier ambassadeur avec les autres élus, mais les habitants le sont tout autant. Et donc, oui, je suis heureux de voir que maintenant les gens sont plus contents d'être à Nevers, d'entendre des jeunes me dire que bah oui, tout n'est pas parfait, mais qu'il y a des choses à faire. On est monté en nombre d'étudiants et des plus jeunes aux plus âgés. Voilà, je pense que c'est essentiel. Mettons l'inverse. On vivrait dans une famille qu'on n'aime pas. On ferait un travail qu'on n'aime pas. Et on vivrait dans une ville qu'on n'aime pas du tout. Je ne pense pas que ce serait extrêmement épanouissant. À partir du moment où vous n'êtes pas, comme on dit, raccord avec votre ville, vous n'y resterez pas et puis vous la valoriserez pas. Donc, on peut se payer des campagnes de com, de pub, etc. Mais si ceux qui y vivent au quotidien ne sont pas capables d'en parler en bien, avec aussi la prise de conscience qu'il nous manque peut-être des choses et qu'il y a encore beaucoup de rénovation, d'amélioration à faire, hein, il ne faut pas non plus être dans l'autosatisfaction, bah, vous n'y arriverez pas. Donc, ça a été mon premier objectif, de redonner la fierté d'être à Nevers, d'avoir envie d'y rester, d'avoir envie de s'y épanouir. Est-ce que le maire incarne sa ville? La réponse est fondamentalement oui. Un bon maire incarne la ville auprès de ses citoyens, au-delà de toutes les appartenances politiques. Je pense que le maire incarne sa ville, c'est d'autant plus vrai pour Nevers, et je le dis avec humilité, que je suis neversois, que ça faisait longtemps que les électeurs, n'avaient pas choisi un neversois comme maire. Je dis pas qu'on peut ne pas venir d'ailleurs et être bon. C'était le cas de Pierre Bérégovoy, un de mes illustres prédécesseurs, qui, à l'époque, on parlait des parachutages, qui avait bien fonctionné, qui a été très apprécié. Et le destin de Nevers a été celui de Pierre Bérégovoy, en tout cas c'est mon analyse. Et beaucoup disent que, effectivement, il a fait beaucoup en 10 ans pour Nevers. Donc oui, le maire, quelque part, il représente sa ville, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les réseaux qu'il peut générer, que dans les rencontres qu'il peut créer. Le maire y contribue. D'abord parce que c'est lui qui, avec son équipe municipale, je dirais, gère les affaires de la commune. À la fois, il gère le quotidien, mais il prépare l'avenir. C'est cette double fonction. J'ai été directeur de cabinet d'un maire qui incarnait sa ville parce que il a patiemment poursuivi la trame historique de cette ville en associant le plus possible les habitants à l'évolution de leur ville. Il utilisait d'ailleurs un terme, au sourire de la ville, à son agrandissement, à son sourire. C'est le côté, je dirais, effectivement, opérationnel et chaleureux du contact entre l'État, le territoire et le citoyen. Gérer le quotidien, c'est que on peut projeter sa ville dans 30 ans, mais si les poubelles ne sont pas ramassées, si les écoles ne sont pas ouvertes, ou si l'espace public n'est pas nettoyé et organisé, les citoyens sont légitimement en colère. Je le vois quand j'échange, on me qualifie plutôt dynamique, donc j'espère que je montre que Nevers est redevenu dynamique. En même temps, il faut préparer l'avenir, c'est-à-dire reconstruire la ville sur la ville. Quel est le développement de la ville? Non pas un développement qui dirait « personne ne doit plus venir ». Comme on observe parfois dans certaines villes, mais ce n'est pas le cas dans les villes médianes.
au contraire ayant envie d'accueillir de nouvelles populations, de se développer, d'avoir aussi un développement économique plus durable. Et donc oui, c'est le maire et son équipe qui incarnent à la fois la solution des problèmes du quotidien et la préparation de la stratégie d'avenir. Et je pense que pour les concitoyens, voir que sa ville va dans le bon sens, que son territoire est de plus en plus dynamique, respecté, connu, est un sentiment de fierté et d'appartenance. Oui, je pense que sans en porter trop sur les épaules, le maire est forcément la représentation de sa ville. En plus, c'est lui qui porte un programme. Moi, je le construis avec les habitants, donc je ne suis pas tout seul à le porter, puis avec mes équipes, bien évidemment, mais c'est le maire quand même qui donne des directions, qui valide les priorités. Donc oui, je considère qu'on incarne notre ville et que c'est une fusion. Moi, Nevers, ma femme le sait, mais c'est ma maîtresse. Donc oui, on est proche, effectivement. Le maire est la partie, je dirais, tactile. On va dire, on peut toucher, on peut appréhender, on peut discuter, on peut échanger de manière naturelle avec un dispositif qui parfois peut sembler être absgon et un dispositif qui semble parfois, je dirais, éthéré. Quand les Neversois voient leur maire à la télé, par exemple, ils sont fiers, ils se disent « ma ville existe, on me voit nationalement ». Je déplore qu'encore trop souvent, même si effectivement on m'y voit de temps en temps, les villes médianes n'intéressent pas plus et qu'il faut qu'il se passe quelque chose de dramatique ou quelque chose d'extraordinaire pour qu'on soit sur les plateaux télé. Et finalement, je ne le dis pas que pour moi, je pense que j'ai beaucoup de mes collègues qui mériteraient d'être un peu plus mis en valeur de ce qu'ils font et arrêter d'attendre juste qu'il y ait un drame ou une explosion de gaz ou autre pour qu'on parle d'une ville. Et on s'intéresse un peu toujours au même si on est objectif. Donc moi, je considérerais que ça serait intéressant que les médias aillent dans le sens du réintérêt de l'État et des habitants pour nos villes de province et qu'on leur donne un peu plus de place médiatiquement pour expliquer ce qui s'y passe, ce qui d'ailleurs contribuerait sans doute à mieux les faire connaître, parce qu'il y en a quand même beaucoup en France, beaucoup plus que des métropoles, mais la place dans les médias n'est pas proportionnelle au nombre de nos villes médianes, ça je le regrette. Mais oui, je le sais, et d'ailleurs, même quand les gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis à la télé, au bout d'un moment, ils oublient et ils se disent oh, ce qui reste, c'est le maire est passé à la télé. Voilà. Et donc, je suis content quand j'entends la météo à Nevers. Aujourd'hui, c'est presque tous les jours sur certaines chaînes de radio ou de télévision. Et ben rien que ça contribue à de la fierté parce qu'on parle de vous. Voilà. Et donc, bien sûr que c'est important. Après, il ne faut pas non plus courir après ça tous les jours parce que finalement, on finit peut-être par s'user. Mais je pense qu'effectivement, il y aurait besoin d'un meilleur éclairage pour nos villes et leurs maires. Historiquement, la France, elle s'est structurée autour de ces villes médianes. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Je suis intimement convaincu que ce sont les villes médianes qui sont porteuses de l'évolution, je dirais, à la fois sociale, mais aussi économique, de ce que seront les territoires français, de ce que sera la France des années 2030-2050. Ces villes, en tout cas, vont être celles qui vont porter la croissance en France. Alors ça vous paraît peut-être un peu anachronique, ce que je dis. Mais je prends deux témoignages. Prenez par exemple le rapport de l'Institut Montaigne sur le développement des villes moyennes en France. Ils disent que le développement va beaucoup reposer sur les villes moyennes, souvent des villes industrielles, qui vont peut-être le redevenir, mais en tout cas des villes industrieuses et entreprenantes, et qu'elles présentent aussi un peu plus de flexibilité, d'inventivité, etc. Donc une part de notre croissance durable en profondeur dans nos territoires va reposer sur ces villes intermédiaires. Effectivement, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle internationale, moi je n'ai pas un combat contre les métropoles, on en a besoin, mais on sait aussi que la qualité de vie, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat dans une métropole, vous avez des gens qui gagnent bien leur vie, mais il ne leur reste pas grand-chose pour se faire plaisir, se faire des loisirs. Je prends Paul Hermelin, le président de Capgemini, qui est une entreprise high-tech mondiale exceptionnelle, est intervenu dans notre rencontre nationale des maires à Action Cœur de Ville, à la Cité de l'Architecture du Patrimoine, et son message était de dire, mais finalement, et ça c'est un changement de paradigme assez important, l'attractivité économique, elle repose aussi sur l'attractivité résidentielle. Quand quelqu'un hésite à venir à Nevers, je lui dis écoutez, à Nevers, c'est à peu près 40% de charge en moins à titre professionnel. C'est une maison avec jardin pour un 30 mètres carrés dans une métropole. Et puis, il vous en reste sûrement un peu plus à la fin du mois pour faire plus de choses qui souvent coûtent moins cher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller dans les métropoles et on ne peut pas tout présenter, nous, dans nos villes de province. Donc, il y a cet équilibre à trouver. Et je pense qu'effectivement, on a dit on met tout d'un côté et on n'a pas réparti. Et je pense qu'il y a eu sans doute beaucoup pour les métropoles. C'était peut-être nécessaire de les mettre à un niveau européen notamment ou international, mais on l'a fait au détriment des autres. Il y a 20 ans,
La presse tressait les louanges à un ancien grand patron qui était un fossoyeur de l'industrie française et qui préconisait une France sans usine. Sans quoi d'ailleurs il a malheureusement contribué lui-même. Mais aujourd'hui, on dit que le redécollage et la réindustrialisation et le développement de nouvelles formes d'activités économiques va se faire à partir de ces territoires beaucoup plus souples. Voilà pourquoi je pense que ces villes vont être un facteur très important de notre croissance. C'est la force tranquille, pour reprendre une expression présidentielle. C'est des villes qui doivent se renforcer, et c'est ce que fait l'État en nous aidant, notamment par différents dispositifs. Et puis en même temps, si on veut se distinguer du stress des métropoles, il faut pouvoir garder aussi voilà, une forme de tranquillité apaisée, de prendre plaisir à s'y promener et à mettre en valeur ce qu'elles présentent. Quelque part, ça incarne aussi peut-être un nouvel esprit de mieux respecter l'environnement. On a moins de problèmes, par exemple, de pollution de l'air, mais voilà, c'est possible aussi de faire sans doute plus de marche que dans des grandes villes où il faut systématiquement trouver un moyen de transport en commun ou individuel. La sécurité, les communes n'ont fait que compenser le déficit de sécurité. L'État, entre 1941 et les années 1990, a eu un véritable monopole de la sécurité. Il n'y a plus de police-secours, ça n'existe plus. Donc, on fait le job, mais sur des finances locales. On est un peu la variable d'ajustement. On l'est dans le propos politique et on l'est surtout sur le terrain. Donc on le fait avec bonheur parce que c'est nos populations qui sont en jeu. Nous avons besoin d'une ville-monde, c'est Paris. Et donc tout ce qui fait que Paris rayonne dans le monde rejaillira sur la France. Prenons l'exemple des Jeux Olympiques qui vont être aussi, qui vont innerver dans tous les coins du territoire et on va nous y contribuer avec les villes moyennes. On a besoin de grandes métropoles qui exercent des fonctions supérieures et qui aient la taille européenne. Donc on en a 8 ou 10 qui sont vraiment des métropoles qui comptent en Europe. Mais pas que la France. Je suis intimement convaincu que parmi nos partenaires européens, ce sont les villes médianes qui seront les fédératrices de l'évolution, du modernisme et de l'évolution culturelle et sociale des années 2030-2050. Quel est le rôle aujourd'hui de la ville médiane dans la structuration du territoire? Rappelons une chose, 70% des Français habitent dans des maisons individuelles, souvent avec jardin, 70%. Il y a 16 millions de maisons individuelles en France pour 12 millions d'appartements. Et dans les 12 millions d'appartements, il y a 5 millions de gens qui vivent seuls, à peu près. Et puis, dans ce qui reste, je dirais, les appartements où il y a plus d'une personne, ça fait quand même à peu près 7 millions. Il y a souvent une résidence secondaire à peu près dans la moitié des cas. Donc, il faut bien voir, le modèle de vie de cette société, c'est une maison avec jardin ou une birésidence. On n'a pas plus que les autres, mais on n'a pas moins que les autres. Il faut réintéresser les Français à redécouvrir leur territoire. Donc c'est un rôle de maillage, c'est un rôle d'irrigation, c'est un rôle aussi peut-être de mieux vivre et que certains, et je conçois que pendant des années, si on voulait exister dans des grands groupes ou autres, il fallait être en métropole. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Et aujourd'hui, vous pouvez travailler pour un grand groupe, vous pouvez travailler à l'international, grâce notamment aux technologies et à Internet, vous pouvez très facilement être à la campagne et faire la même chose. La métropole, c'est à chaque fois, on parle de 500 000, 1 million, 2 millions d'habitants, et je n'aurais jamais l'audace ni la prétention de parler pour ces 2 millions d'habitants, jamais. Pour la vie quotidienne, la ville médiane, elle apporte l'ensemble des services essentiels à toute sa population autour. Une métropole, c'est un peu différent. Elle est davantage sur des fonctions stratégiques. Donc, bien sûr, c'est là où il y aura les grandes universités, il y aura éventuellement des grands labos de recherche, etc., etc. La construction de la ville doit faire le plus possible un consensus d'un mandat à un autre. On doit rechercher le consensus de la construction de la ville pour faire sens. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'avec les moyens de transport rapides, d'abord, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ils vont aller consommer de la culture, soit pendant leurs vacances, puisqu'il y a 4000 festivals, qui font presque le premier marché culturel de France,
soit dans les grandes métropoles. Donc il y a des villes moyennes qui ont été dépossédées. Au fond, c'est plus des totalités, c'est des parties d'un tout. Je fais très attention de ne pas tenir un discours absolument général, alors qu'il y a des modèles différents. Le modèle d'Apt est intéressant parce que c'est un modèle de ville moyenne qui a subi une crise énorme avec la fin du plateau d'Albion, mais qui en fond a retrouvé un équilibre parce qu'elle est isolée. Donc c'est pour ça que moi je ne généralise pas. Il y a des lieux comme ça. Vous allez, prenez des villes comme Clermont-Ferrand. Alors, est-ce que c'est une ville moyenne, une grande ville moyenne? Limoges, ce sont en fait des villes qui sont des opérateurs de territoire, qui en plus gèrent une mémoire historique. Ce que je sais, c'est que nous, dans nos territoires médians, nous nous connaissons tous. C'est-à-dire que les viviers sont identifiés. Les individus sont tous, je dirais, approchés. On discute avec chacun et à chaque fois, on essaie, dans le mieux du possible, de tirer les valeurs ajoutées de chacun d'entre eux pour justement tirer vers le haut les idées générales qui peuvent être retenues. Ce qui est vrai, c'est que la ville moyenne reste un modèle au sens où les gens aiment bien une ville, en gros, quand on dit à échelle humaine, on ne connaît pas tout le monde dans ces villes-là, mais en gros, un peu, quoi. Et puis c'est aussi des villes, il faut le dire, très population française traditionnelle, relativement faible présence des immigrations récentes. Donc il y a aussi cette espèce de nous identitaire et culturel historique qui, je pense, est aussi un élément de cohésion sociale et de cohésion, de sentiment de sécurité des populations. Les fonctions de proximité, les services essentiels à la population, le socle de services, c'est les villes médianes qui l'apportent. La petite ville, ce sera les services du quotidien, mais ce sera peut-être plus difficile pour elle d'apporter ce socle de services essentiels à la population dans la complétude du terme. Et donc je pense que c'est là où les villes médianes, effectivement, ce sont un peu des villes d'équilibre. Voilà. Mais elles agissent aussi en complément de la métropole, comme elles doivent aussi agir en relation avec l'ensemble des bourgs et des villages et des petites villes autour. Mais c'est ce socle de services essentiels qui, je pense, en font la singularité. La deuxième singularité, si je peux me permettre, c'est pas non plus, c'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est quand même dans les grandes masses, c'est que ce sont aussi des villes industrielles, ou qui étaient industrielles et qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation, mais il reste un savoir-faire entrepreneurial qui est, à mon avis, la grande force de ces villes. Aujourd'hui, c'est ça qui change, c'est plus la mobilité physique qui génère des arrêts ou pas dans des villes, c'est quelque part la mobilité des réseaux Internet qui s'ils sont pas bons, vous intéresserez pas, vous attirez pas de l'entreprise ni des gens qui viennent télétravailler. S'ils sont bons, et la tendance qu'on voit, c'est que des gens commencent à passer en résidence secondaire qui vont peut-être devenir leur résidence principale s'ils voient qu'ils peuvent tout à fait travailler chez nous. La ville médiane, quand elle n'est pas à l'ombre d'une grande métropole, elle structure son territoire. Par contre, quand elle est à l'ombre d'une grande métropole, elle a du mal à exister. Alors ça dépend. Je prends l'exemple par exemple d'une ville, je parle avec son maire souvent, Bourg-en-Bresse, qui est suffisamment loin de Lyon pour exister par elle-même et suffisamment près pour en avoir des avantages. Et si je compare avec Nevers, c'est entre guillemets la grande ville. Et donc là, la problématique est différente et finalement, des villes qui sont relativement proches d'une grande ville s'en tirent souvent mieux parce que voilà, ça devient le lieu de vie et les gens vont travailler ailleurs. La ville médiane doit détenir un aspect fondamental, c'est sa capacité à produire de l'intellect et de la créativité. Pour cela, nous nous appuyons, en tout cas à Nevers, sur l'enseignement supérieur. Nous avons misé de façon, je dirais, considérable sur nos étudiants de l'enseignement supérieur, car ce sont eux qui sont porteurs de ce développement de notre territoire. Nous, on ne peut pas dire qu'on est la grande ville sur ce plan structurel et en nombre d'habitants, mais tout est relatif et comme il n'y a pas grand-chose autour, on doit être la grande ville, donc on doit être particulièrement aidé pour incarner cela, parce que sinon c'est pas facile. Donc c'est très différent en fonction de l'histoire de la ville, en fonction de ce qui s'y est passé. Et là, je vais vous donner 2 points de comparaison que je connais, mais pour d'autres villes, c'est peut-être différent. Mais je pense pas qu'être pas très loin d'une grande ville, ça soit un problème. Il n'y a pas d'opposition entre les villes médianes et les métropoles ou les villages. Elles ont en revanche une singularité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin des métropoles qui exercent sur un certain nombre de fonctions supérieures un rôle irremplaçable. Mais nos villes, et certaines d'ailleurs,
Prenez Libourne par rapport à Bordeaux, ou un certain nombre de villes dites moyennes autour de Toulouse, ou Saint-Nazaire par rapport à Nantes. C'est pas la banlieue des métropoles. Elle contribue à l'attractivité globale de ce territoire. Que certains pensaient ne pouvoir faire que dans des très grandes villes aujourd'hui, s'aperçoivent que, bah oui, on a l'électricité dans nos villes depuis longtemps, on a l'eau courante et on a aussi Internet. Et par contre, il faut accélérer le développement du très haut débit. Il y a du retard, il faut être franc aussi par rapport à cela. Et puis moi, j'ai fortement pesé pour qu'il y ait un déploiement de la 5G dans nos territoires peu denses, parce qu'au départ, c'était réservé aux grandes villes. C'est vrai que la 4G va saturer en premier dans des grandes villes, pas chez nous, mais on sait très bien que la 5G permet de nouveaux usages dans l'agriculture, dans la médecine, et notamment pour la télémédecine, pour, je le vois à Nevers, l'analyse des AVC, par exemple, se fait à distance depuis le CHU de Dijon, parce qu'on n'a pas un service de neurologie développé. Donc, évidemment, toutes ces technologies-là où on gagne du temps, on sauve des vies et on soigne mieux. Pour commander sur la Redoute, je suis pas sûr qu'on ait besoin de 5G, mais je prends toujours cet exemple-là. Mais vraiment, pour développer une activité professionnelle, c'est important qu'on soit au même niveau que les autres, à proportion, j'insiste bien là-dessus. Et donc, voilà, ces nouvelles technologies, annihilant les distances, nous donnent une chance de retrouver des gens qui viennent travailler, qui viennent apporter une plus-value économique. Et il n'y a pas que l'argent qui compte, mais c'est important aussi que les gens puissent gagner leur vie en venant chez nous. Et donc, quand on fait la différence entre ce qu'on paye et ce qu'on gagne, en général, il n'en reste plus chez nous dans les métropoles. On parle beaucoup en ce moment de la revanche des villes médianes. C'est une tendance lourde ou c'est une mode bobo? C'est pas forcément les bobos qui vont dans les villes moyennes. C'est d'abord les jeunes. Prenons une enquête qu'avait faite l'IFOP sur l'attractivité des territoires et qui disait qu'un tiers des jeunes actifs habitant dans les métropoles, jeunes actifs sont en dessous de 35 ans, je le précise, pour le sondage, même si quel que soit l'âge, on peut se sortir actif et jeune dans l'esprit. Mais un tiers des jeunes actifs habitant dans les très grandes villes, souhaiteraient venir habiter dans une ville, je dirais, à taille humaine, pour prendre cette expression. Si on fait un ratio mathématique, c'est 500 000 personnes. 500 000 jeunes actifs. Je pense qu'on peut dire aux gens, vous pouvez faire la même chose que vous faites en métropole, vous pourrez peut-être mieux le faire, et je pense qu'ils l'ont parfois testé pendant le confinement, il faut toujours tirer le positif du négatif, mais c'est à eux de s'en rendre compte, et donc entre l'envie et franchir le pas, c'est à nous d'intéresser en mettant des dispositifs, moi c'est ce que j'ai fait à Nevers par exemple avec Queen, des dispositifs d'accompagnement et de découverte sans frais du territoire. Voilà. Venez nous découvrir, ça ne vous coûte rien, ça ne vous plaît pas, vous repartez, et on va faire tout pour que ça vous plaise et vous resterez. Naturellement, entre le souhait et puis la réalité, il y a un temps. Il y a le travail du conjoint, il y a les possibilités, bien sûr, le boulot, etc., etc. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeune génération des actifs se projette de plus en plus, je dirais, leur carrière, leur vie, dans une ville médiane où ils pensent à juste titre qu'ils pourront mieux concilier les impératifs de leur vie professionnelle avec un épanouissement familial et de loisirs. Effectivement, la force là je ne parle que de Nevers puisque c'est ma ville, mais la force de Nevers, notre force, c'est justement cette capacité de dumper, de donner de la puissance, de la volonté à nos élèves des études supérieures à promouvoir leur territoire. Et je ne suis pas sûr que cet aspect puisse être développé dans des grandes métropoles. Je n'en suis absolument pas sûr. Donc c'est comment inciter à le faire. Encore une fois, moi, mon intention, c'est pas de vider Paris, hein, mais aujourd'hui, on sait très bien que les gens s'entassent, qu'il y a des conditions de vie, de logement qui sont quand même pas très favorables, et que nous, en entraînant une politique de rénovation, qu'elle soit publique et qui entraîne par un effet de transmission aussi le patrimoine privé à se rénover, ça peut être une chance pour des gens qui sont pas très heureux dans des grandes villes, qui sont en stress, qui divorcent peut-être plus que les autres. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est surtout que ce soit le début de la suite pour nos villes médianes et que vraiment elles continuent à reprendre des couleurs, réintéresser. Et je pense que je vous parlais du cœur de ville qui bat. Le cœur de France, il doit être un peu partout et notamment dans ces villes-là pour continuer de faire battre notre pays.